Bienvenue sur Business sans frontières, le podcast qui accompagne les dirigeants de PME ETI dans leur conquête des marchés internationaux. Ici, on parle stratégie, devises, opportunités et croissance sans limite. Parce que se développer à l'international, c'est aussi maîtriser les fluctuations des devises pour protéger ses marges. Business sans frontières, c'est un podcast proposé par Ambriva. 185 pays, 80 devises, 1 million de livres expédiés chaque année. Marc Bordier a construit Lyrica depuis zéro avec les mêmes outils financiers que n'importe quelle PME française. Je suis Sébastien Houm, le dirigeant d'Ambriva et votre hôte sur Business sans frontières. J'accompagne Lyrica depuis sa dernière levée de fonds. C'est en travaillant ensemble sur les devises que tout a changé. Marc a repris le contrôle de sa trésorerie et changé la trajectoire de croissance de son entreprise. Marc, peux-tu nous expliquer comment tu en es arrivé là? Oui, bonjour. Bonjour Marc. Écoutez, moi j'ai créé Lyrica en 2019, après avoir travaillé pendant 11 ans chez Amazon à Paris et à Londres, notamment dans une filiale d'Amazon qui exportait des livres en anglais dans le monde entier. Et donc j'avais une bonne connaissance des marchés internationaux et notamment de l'export de livres. Je suis moi-même diplômé d'école de commerce et de lettres modernes, passionné de livres, et donc j'ai souhaité, en quittant Amazon, créer une librairie en ligne qui exporte des livres en français dans le monde entier, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça ouvre plein de nouveaux marchés, mais ça crée aussi un certain nombre de défis, et notamment celui de la gestion du change et des devises. Marc, tu es franco-tchèque. Merci Marc, tu es franco-tchèque, tu as vécu à Montréal, à Londres. C'est quoi le fil rouge de tout ça? Le fil rouge de mon parcours, c'est l'amour des livres et des langues étrangères. Moi, j'ai grandi dans une famille où on a appris plusieurs langues. Je suis le fils d'un professeur de russe. Ma mère est tchèque. Et j'ai toujours beaucoup aimé les langues, l'international, et puis les livres également. Voilà. Donc chez Amazon, tu étais sur quoi exactement? Le Kindle en France, les marketplaces, comment ça se passait concrètement? Moi, j'ai rejoint Amazon en 2008 et j'y suis resté 11 ans. J'ai occupé différents postes, notamment responsable marketing pour l'activité livre, responsable de l'acquisition de contenu pour Kindle au moment du lancement du Kindle en France en 2011. Et puis après, j'ai été également directeur de la catégorie livre. Voilà. Dans tous les cas, je suis resté dans la catégorie produits culturels parce que moi, j'ai vraiment un intérêt pour les produits culturels et en particulier pour le livre, qui est ma catégorie de prédilection, et c'est dans ce domaine que j'ai choisi d'entreprendre. D'accord. Quel parcours. Donc tu rencontres Emmanuel là-bas, qui est aujourd'hui ton associé. C'est quoi le déclic qui vous pousse à vous lancer ensemble? Eh bien, moi j'ai quitté Amazon fin 2018 et en janvier 2019, il se trouve qu'Emmanuel était de passage à Paris. À l'époque, elle habitait à New York. Et on a dîné ensemble un soir. Je lui ai expliqué que j'avais quitté Amazon et que je me lançais dans un projet entrepreneurial. Elle a vraiment aimé ce projet et on a commencé à discuter. Et de fil en aiguille, on s'est mis à travailler ensemble sur le projet. Et aujourd'hui, elle est mon associée, oui. Comme quoi, parfois, les rencontres en entreprise font des magnifiques aventures entrepreneuriales. Oui, on a deux profils très complémentaires. Ouais. Emma s'occupe beaucoup de tout ce qui est marketing et développement commercial. Moi, je me consacre davantage aux sujets financiers, gestion, stratégie et opération. D'accord, très bien. On verra cette partie financière ensemble tout à l'heure. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes une librairie en ligne et vous achetez, quelques années plus tard, la librairie Artaud, ARTHAUD, à Grenoble. Alors, racontez-moi ce coup de cœur, comment on passe de cadre Amazon à libraire indépendant? Oui, alors, nous cherchions à reprendre une librairie pour servir de point de départ à cette activité de vente en ligne de livres, parce que moi je pense que les deux métiers, librairie en ligne et librairie physique, sont très complémentaires, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois dans les médias. La librairie physique, c'est un commerce de centre-ville, un commerce culturel, très implanté localement, avec une zone de chalandise qui est essentiellement la ville et ses environs, et c'est un acteur culturel local. Et la librairie en ligne, elle permet d'aller toucher des publics qui sont géographiquement éloignés des centres-villes, soit parce qu'ils habitent à une trentaine de kilomètres à la campagne et c'est compliqué pour eux de se déplacer en ville, soit, et c'est ce public-là que nous visions, parce qu'ils habitent à l'étranger. Donc, dans le cas de Lyrica, c'est une librairie en ligne qui s'adresse à des
Français expatriés et à des francophones qui vivent hors de France. D'accord. Il y en a un peu plus de 300 millions de par le monde. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux de se procurer des livres en français. Le choix est souvent limité, les prix sont élevés et les délais de transport pour recevoir son livre quand on habite au Brésil, par exemple, peuvent être très très longs. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a créé l'IRECA, la librairie universelle, qui propose tout le catalogue de livres en français avec livraison gratuite dans le monde. D'accord. Quel challenge. L'IRECA est donc à l'épreuve du réel aujourd'hui. Vous avez Amazon, effectivement, et d'autres plateformes qui peuvent exister, mais vous frayez votre chemin. Et aujourd'hui, c'est 185 pays, 80 devises, 1 million de titres. Comment on construit ça? C'est beaucoup de travail. On construit ça d'abord en partant des besoins du client. Ce que le client recherche, c'est avant tout un catalogue de livres très fourni, avec l'intégralité des titres disponibles rapidement. Ensuite, des prix compétitifs et une expérience d'achat et de livraison qui soit agréable. Ça veut dire qu'il faut que le site soit simple d'utilisation, que la recherche et la navigation soient fluides, et puis que le client puisse payer dans la devise de son pays, parce que quand on habite hors de France, bien souvent, on ne paie pas forcément en euros, on peut payer en dollars américains, en dollars canadiens, en rand sud-africain, et ainsi de suite. Et ensuite, il faut bien évidemment une bonne expérience de livraison. Donc, il faut travailler avec des transporteurs fiables, assurer le suivi, gérer toutes les problématiques douanières, et puis la livraison et le service client. Et avec 1,8 million de fonds personnels, je crois, que vous avez mis donc, dans cette aventure seule, et puis avec d'autres fonds propres, comment on finance une telle ambition face à ces mastodontes qui existent? Alors effectivement, on finance cette ambition d'abord par de l'autofinancement, c'est-à-dire que nous, on fait en sorte que l'IRECA soit rentable, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, on a quand même eu besoin pour financer les investissements de fonds extérieurs. On a travaillé avec les banques, on a été soutenu par la BPI, par la Banque Populaire. Et puis, on a également été soutenu par des investisseurs, des business angels, dont Arts et Métiers Business Angels, Femmes Business Angels, Investisseurs, et puis des business angels particuliers. Donc, on a levé des fonds en 2024 et nous allons à nouveau en lever en 2026. D'accord, très bien. Ça met beaucoup de temps de lever des fonds auprès de ces différents réseaux? Ça peut prendre de quelques mois à une année et demie, ça dépend. Pour nous, on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui ont assez vite adhéré au projet. Donc, ça nous a pris que quelques mois. Voilà. Maintenant, c'est un processus qui demande du temps, des efforts. Voilà. Et on est très content de travailler avec nos investisseurs. Ils nous soutiennent depuis le début. On a reçu au mois de janvier le prix AMBA. Donc, parmi les 160 startups qu'ils ont dans leur portefeuille, ils ont sélectionné l'IRECA pour la qualité de sa gestion et la fiabilité de ses prévisions financières. Oui, tout à fait. AMBA, je répète, c'est l'association des arts et métiers Business Angels qui investissent dans des entreprises en France ou de Navarre, mais qui sont françaises et qui ont une activité innovante ou pas, mais en tout cas qui sont favorables à notre cher pays, la France. Tu as construit l'IRECA pour les expatriés. Effectivement, dès le départ, le change était une donnée structurelle. Qu'est-ce que l'on fait qu'on n'intègre pas dans la stratégie financière dès le jour numéro 1? Eh bien, on est très occupé quand on crée une start-up. Nous, ce qui nous importait avant tout, c'était de créer une expérience client simple et fluide. Et pour cela, il fallait permettre à l'acheteur de livres, quand il habite à l'étranger, de régler dans sa devise locale. On savait d'emblée qu'on allait avoir un certain nombre d'encaissements dans des devises étrangères. Et donc, on a mis en place des systèmes de paiement qui permettent de ces transactions. Et dans notre stratégie de calcul des prix, on a d'emblée intégré le risque de change en mettant en place une mise à jour quotidienne de nos prix en fonction de l'évolution des taux de change pour éviter que nos prix ne soient décalés par rapport au taux de change du jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait intégré dès le départ.
En revanche, il y a une chose qu'on n'avait pas mise en place au départ, un peu par manque de temps, et qu'on a construite après, c'était la sécurisation des encaissements. Là, on va y venir ensuite. Il y a quand même un élément très important là, dans ce que tu dis. Est-ce que tu peux me faire tout d'abord, pour nos auditeurs, un tour de ton setup financier d'origine? Donc, il y a les banques, les collectes CB, le change. C'est quoi dans les grandes lignes? Alors, dans l'organisation qu'on a mise en place en 2021, au moment du lancement du site, donc on avait mis en place l'encaissement dans pas loin de 80 devises. Les devises principales étant le dollar américain, le dollar canadien, à l'époque la livre britannique, et puis l'euro. Donc on avait mis en place des encaissements dans ces 4 devises et on recevait les fonds de la part des clients qui réglaient en carte bleue sur le site dans ces devises. Oui. Et une fois par mois, avec ma banque, je faisais une opération de transaction pour transformer les dollars américains, les dollars canadiens et les livres britanniques en euros. D'accord. Donc ça, c'était l'organisation telle qu'elle était il y a encore 6 mois. Donc tu utilisais des plateformes comme... Est-ce qu'on peut dire les noms des plateformes que tu utilisais à l'époque? À l'époque, j'utilisais Checkout pour les encaissements et je travaillais avec mes banques pour convertir ces encaissements de la devise d'origine en euros. D'accord, ok. Donc ça, c'était pour encaisser de l'international les paiements qui sont faits par tes clients. D'accord. Oui. Et ta banque, elle était dans la boucle. Alors, pourquoi exactement elle est restée dans la boucle pour des financements, des comptes courants, des financements fournisseurs, puisque tu utilises, comme tu dis, Checkout et d'autres plateformes de paiement collectrices. Oui. Pourquoi elles sont encore là, les banques, alors? Les banques sont des partenaires indispensables. Nous travaillons avec la Banque Populaire. Nous avons une très très bonne relation avec la Banque Populaire. Elle nous soutient depuis le début par des prêts, par des conseils. Voilà, c'est une banque dont nous sommes très satisfaits. Mais elle ne proposait pas de solution automatisée de conversion. Donc nous continuons de travailler avec la Banque Populaire sur beaucoup de sujets. Par contre, j'ai ressenti le besoin de mettre en place des conversions automatiques et régulières de tous nos encaissements financiers. D'accord. Ok. Donc finalement, la banque, elle est quand même effectivement très importante dans le quotidien pour tout le reste. Et les plateformes adressent un sujet bien spécifique dans le workflow de tes paiements. Oui. C'est ça. Et quand tu regardais tes relevés bancaires, tu voyais des commissions qui sont affichées. Mais est-ce que tu comparais le taux qu'on t'appliquait par rapport au taux réel qu'on voit sur Internet? Je le comparais parfois, mais j'avoue que moi, je ne suis pas un financier, je ne suis pas l'actualité du marché des changes. Et donc, je n'avais pas vraiment le temps de me pencher dessus au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place une solution qui me permet d'éliminer 90% du risque de change de manière automatisée et sans que j'ai à m'en soucier. D'accord. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on appelle le taux appliqué par la banque ou tout autre partenaire qui s'occupe du change. C'est le taux commercial appliqué aux clients donc, de la société Lyrica. La banque donc, ne te donne pas le taux de change qui est sur Google, qui est le taux de change interbancaire, le taux de change informationnel. Sur ça, elle applique son propre taux avec sa marge appliquée, comme on peut voir dans des bureaux de change, et donc qui est dégradé par rapport au marché réel. Et cet écart invisible, qu'on ne voit pas forcément sur les relevés, mais c'est systématique, il y a une marge qui est prise. Voilà, c'est ça. Bien sûr, la banque prélève sa marge et c'est tout à fait normal. Dans notre cas, ce qui était problématique, c'était pas tellement la marge de la banque, c'était plus la marge prélevée par le prestataire de services de paiement. Sur toutes les devises que nous convertissions en euros grâce à lui. Je prends l'exemple du franc suisse. D'accord. Au début, la Suisse, pour nous, c'était une petite destination. Donc, j'ai jamais ouvert de compte bancaire en franc suisse. Il se trouve qu'on a rencontré un vrai succès en Suisse. On a de nombreux clients suisses et on a de plus en plus de règlements en franc suisse. Et c'était le prestataire de services de paiement qui faisait la conversion des francs suisses en euros. Mais en prélevant une commission de pas loin de 2%, ce qui est bien supérieur à ce que prenait la banque quand on convertissait par exemple des dollars, puisque là pour le coup j'avais un compte bancaire dollar à la Banque Populaire et les frais que prélevait la Banque Populaire étaient tout à fait raisonnables. Par contre, les frais que prélevait notre prestataire de services de paiement sur les conversions
des francs suisses vers les euros était pour le coup de 2%, ce qui est élevé. Effectivement, connaissant le marché des conversions de devises, 2%, c'est massif. Effectivement, il suffit de faire le calcul. Sur 2 millions, 2%, c'est ce qui est perdu finalement en termes de chiffre d'affaires pour une entreprise qui comptabilise ses factures clients en euros, bien sûr, évidemment. Merci pour cette comparaison. Effectivement, lorsque vous parlez de ces prestataires de services de paiement, effectivement, ils apportent un avantage sur le côté pratique, finalement, pour encaisser, mais il faut observer aussi les prix. Voilà. Entre nous, c'est une histoire qui a commencé au printemps 2025. Oui, tout à fait. Pas le plus grand des hasards. Et à cette période, pas le plus grand des hasards aussi, le dollar recule. Il passe de 1,05, 1,10, etc., etc. Racontez-moi ce moment précisément. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, dans notre rencontre, qui était indirecte via ton associé, tu t'es dit, tiens, faut qu'on y aille quand même. Eh bien, quand j'ai observé un petit peu la situation géopolitique et l'évolution des fluctuations de change, je me suis dit qu'on était quand même exposé doublement. D'une part, à travers la problématique douanière, puisqu'on dépend un peu des politiques douanières des différentes zones commerciales que sont les États-Unis, l'Union européenne, des accords commerciaux entre l'Union européenne et les différents pays du monde. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a en 2025 un mouvement protectionniste qui est venu des États-Unis et donc il a fallu qu'on s'adapte aussi à ça. Et puis, d'autre part, on dépend de l'évolution de la géopolitique mondiale. On peut dépendre de l'évolution des cours du pétrole, notamment à travers les surcharges carburant, à travers les transporteurs. Et puis, on dépend de l'évolution des devises. Et c'est ce que j'ai constaté au printemps 2025, quand effectivement le dollar a faibli face à l'euro. Nous vendons des livres que nous achetons en euros. Et par contre, le dollar américain représente 22% de nos encaissements. Donc, lorsque le dollar américain faiblit par rapport à l'euro, eh bien, ça peut avoir un impact financier sur nos marges. Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve une solution pour se prémunir contre ça et être immunisé au risque de change. D'accord. Effectivement, du printemps 2025 à aujourd'hui, c'est presque autour de 10 à 15% de dévaluation. Probablement 10 à 15% d'évaluation de votre chiffre d'affaires sur cette zone ou sur cette monnaie traitée. Mais on va le voir un peu plus en détail, les solutions que vous avez trouvées dans votre étude sur les solutions à apporter pour optimiser ces taux de change. Donc, avant toute chose, je vais faire une petite parenthèse avec l'actualité. Le dollar s'est dévalué il y a très peu de temps, là, de plus de 20% ce matin. En quoi le renchérissement du pétrole, excusez-moi, je reprécise, le pétrole s'est enrichi plutôt de 20% cette nuit. En quoi l'enrichissement du pétrole a un impact sur vos ventes de livres ? Est-ce qu'il faut imaginer dans le futur que vos ventes se dégringolent à cause de ça ? Il n'y a pas un impact sur les ventes directement. Ouais. Par contre, l'évolution du cours du pétrole a un impact sur tout le secteur du transport. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des transporteurs comme UPS, DHL, FedEx ou La Poste, ils incluent en fait dans leur tarification ce qu'ils appellent une surcharge carburant qui correspond à différents facteurs. Alors, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, le coût du carburant, qui est leur matière première, a bien évidemment une place importante. Donc, plus le pétrole est cher, moins il peut y avoir de ventes. Moins le pétrole est cher, plus vos clients achètent de livres. Pas forcément, parce qu'on ne répercute pas forcément toutes les hausses ou les baisses sur les prix. On essaie d'avoir une politique de prix constante et toujours centrée sur le client. Donc, il faut qu'on pilote de manière très étroite, qu'on soit conscient de l'évolution des cours du pétrole et des surcharges carburant pour calculer nos prix au plus juste pour rester compétitifs. Voilà, donc, effectivement, c'est important. On a eu la chance pendant plusieurs mois d'avoir un cours du pétrole assez bas jusqu'à la période récente. Depuis l'attaque américano-israélienne sur l'Iran le 28 février, bien évidemment, le cours du pétrole s'est beaucoup élevé. Donc, voilà, on va voir un peu comment les choses évoluent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, que ce soit dans le cas du cours du pétrole
ou dans le cas de la gestion des devises, c'est important de mettre en place des mécanismes et des garde-fous pour préserver à la fois l'expérience client et nos marges. Donc, dans le cas du coût du transport, ce que nous on fait, c'est qu'on travaille avec plusieurs transporteurs et par destination et par tranche de points, on choisit toujours le meilleur transporteur pour avoir toujours le tarif le plus compétitif. Ça, c'est ce qu'on fait sur le transport qui représente une partie importante de notre activité. Après, sur la gestion des devises, on s'assure de rapprocher au maximum la conversion de devises de leur encaissement de manière à limiter la période de temps pendant laquelle il peut y avoir une fluctuation des devises. Donc là, on parle de l'impact de l'augmentation des droits de douane, on parle de l'augmentation du pétrole, on parle de la variation du taux de change. Jusqu'où retransférer toutes ces variations sur les prix clients vous permet de rester compétitif face aux concurrents? Alors, on fait en sorte que nos prix soient compétitifs marché par marché. Donc, on regarde les différentes options que les clients dans un pays donné ont pour se procurer des livres en français et on s'assure que nos prix soient compétitifs par rapport à ces différentes options et que les clients en aient pour leur valeur, pour le montant qu'ils dépensent, qu'ils n'aient pas le sentiment d'être floués. Donc, c'est très important pour nous. Il y a des pays dans lesquels c'est plus facile. Par exemple, en Europe, même en Grande-Bretagne où il y a un petit risque de change puisque la devise n'est pas la même que dans la zone euro, mais on arrive à faire des prix qui sont très très proches des prix français. C'est plus compliqué quand on est dans des zones géographiques distantes, mais on s'assure d'avoir toujours une proposition de valeur qui soit attractive pour le client. Ça, c'est le critère principal. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à cette petite parenthèse. On va revenir sur le corps du sujet qui est le change. Qu'est-ce qui t'avait retenu de changer plus tôt? Voilà, la relation bancaire, la peur, de la complexité. Le manque de temps, je dirais. Moi, je suis entrepreneur, je suis au four et moulin, les journées donc 24 heures. Ma priorité au début, c'était de m'assurer que l'offre Lyrica serait disponible dans tous les pays, avec des prix compétitifs, d'assurer une bonne expérience de livraison. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à mettre en place les partenariats avec les transporteurs. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup occupé les premières années. Et j'avais toujours en tête de traiter le risque de change, mais je me disais, bon, il est déjà au moins partiellement traité par le fait qu'on met à jour nos prix tous les jours en tenant compte des taux de change communiqués par les banques centrales. Donc, au moins, on a fait cette partie-là. Mais au printemps 2025, je me suis dit que je devais aller un cran plus loin dans la sécurisation de nos opérations de change. Merci. Merci. Beaucoup de dirigeants savent qu'ils perdent sur le change. C'est ce que tu estimais ou supposais. Et peu font quelque chose. Ce n'est pas la question de la compétence. C'est quoi, selon toi, le vrai frein? Un dirigeant d'entreprise, il n'est pas du tout spécialiste des questions de change. Et il a développé son activité, il est tiré à droite et à gauche par plein de sujets, des problèmes RH, des problèmes de livraison, de colis, dans notre cas, puisqu'on fait du e-commerce. Et il n'a pas forcément le temps de se pencher sur un sujet qui est quand même complexe. Moi, j'ai eu des cours sur les marchés financiers à l'époque où j'étais dans une école de commerce. Maintenant, ça remonte il y a longtemps et c'était pas forcément ma matière préférée. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, on n'a pas le temps de s'intéresser à l'évolution du taux de change. Et pourtant, quand on est une entreprise à l'international qui exporte des marchandises, des livres dans notre cas, mais d'autres marchandises pour d'autres, ça a un impact réel sur votre activité, sur votre chiffre d'affaires et sur vos marges. Dans notre cas particulier, on encaisse 90% de notre chiffre d'affaires dans des devises autres que l'euro. Donc on est par nature très exposé au risque de change. Donc il fallait vraiment qu'on mette en place une solution pour gérer ce risque. Ouais, je peux t'assurer, Marc, le sujet du change, c'est loin d'être le sujet préféré des dirigeants d'entreprise qui sont des conquérants, voilà, et qui adorent la partie relationnelle. Effectivement, quand on parle du change, on est sur quelque chose d'un peu plus besogneux. Et effectivement, il faut trouver la personne qui puisse vous aider sur ce sujet-là et avancer au plus vite possible. Concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ton architecture? On a parlé au début de ce que tu faisais et qu'est-ce que tu as changé maintenant? On a changé deux choses. La première, c'est qu'on a fait en sorte d'encaisser un maximum de devises dans leur devise d'origine. Je l'avais déjà fait, comme je l'ai déjà dit, avec le dollar américain, le dollar canadien et la livre britannique.
Aujourd'hui, il y a 17 devises qu'on encaisse directement dans la devise en question. Donc, par exemple, le franc suisse, c'est une devise qu'on encaisse en franc suisse. Donc, Oui. le client paie en Oui. franc suisse avec sa carte bleue. Oui. Et on reçoit l'argent en franc suisse sur notre compte Stripe. D'accord. Donc déjà, on évite une commission de 1,5 à 2% sur cette partie-là. Et ensuite, ce qu'on fait, ça c'est le deuxième changement, c'est qu'on a rapproché la conversion de la devise de la date à laquelle on a encaissé la carte bleue du client. Auparavant, il pouvait s'écouler jusqu'à 1 mois entre le moment où le client passait sa commande sur le site et réglait en carte bleue dans sa devise, et le moment où nous, on convertissait cette devise en euros. Si je prends l'exemple du dollar US, un client pouvait acheter un livre le 1er février 2025, payer en carte bleue, et moi, je faisais la conversion seulement vers le 25 du mois, le 25 février, et donc il s'était écoulé plus de 3 semaines entre le moment où le client avait fait son achat et le moment où moi, je convertissais le fruit de ses achats des dollars US aux euros. C'est ça, oui. Et pendant cette période de plus de 3 semaines, on était exposé au risque de change, c'est-à-dire que le dollar pouvait évoluer dans un sens favorable, mais aussi défavorable. Bien sûr. Et ce qu'on a changé, ce qu'on a mis en place avec la plateforme eBury, c'est qu'on a rapproché la date de cette conversion. Donc, le client paie, par exemple, un lundi, il fait son achat le lundi en dollars US. Oui. Nous, on reçoit les fonds sur Stripe le mardi. Et le mercredi, eBury convertit ces dollars US en euros. Donc, l'intervalle de temps entre le paiement de la commande client et sa conversion en euros est de l'ordre de 2-3 jours seulement. Donc, là, effectivement, ton risque de change, donc tu factures dans la devise locale ton client, tu reçois les devises. Ok, très bien. Donc là, il n'y a pas de frottement avec le client. Il n'a pas besoin de voir, tiens, il faut que je paye en euros. Finalement, combien ça va me coûter? Donc, ok, il n'y a pas de commission. Pour lui, c'est très clair. Tu as les devises qui arrivent. Tu ne laisses pas à Stripe de faire le change. C'est ce que tu fais. Et tu décides de rapatrier ces devises sur la plateforme eBury qui reçoit ces devises. Et là, le change se fait automatiquement et avec des conditions, j'imagine, de taux de change qui sont les plus optimum possibles. Ce n'est pas 1, 5 ou 2%. Tu as dû avoir quelque chose de beaucoup mieux. Oui, eBury propose des conditions de change qui sont favorables. C'est leur domaine. C'est-à-dire que c'est un acteur spécialisé dans la gestion des devises. Donc, ils font des milliards de dollars ou d'euros de transactions chaque année. Et donc, ils proposent à leurs clients de bonnes conditions de change. Donc, nous en bénéficions, oui. D'accord. Donc, ce qui a fait le succès de ce choix, c'est que tu as pu vérifier quand même tout ce qui se passait sur le marché. Voilà. Oui, on a consulté plusieurs acteurs. Il y en avait plusieurs qui nous ont paru intéressants. À la fin, notre choix s'est arrêté sur eBury parce qu'ils avaient la solution la plus simple et puis la plus compétitive. Hein. Donc, si on devait donner des chiffres à nos auditeurs, tu as regardé les solutions des banques avec qui tu travailles habituellement. Ils ont des solutions internes, in-house, et d'autres qui sont liées à des solutions externes qu'ils ont pu par lier des acquisitions de fintech. Notamment, on peut penser à Cantox, par exemple, spécialiste du change automatisé pour les grosses entreprises. Il y a eu aussi une autre banque dont je ne peux pas citer le nom, puisque ça viendra de toi, si tu souhaites donner le nom, qui proposait une solution, mais qui n'était pas globale, sur toutes les devises. Donc, ce n'était pas la solution favorable pour répondre à ton cahier des charges. Ensuite, il y a eu des plateformes de paiement qui étaient comme Convera, qui était concurrent d'eBury. Il y a eu aussi une autre plateforme dont j'ai plus le nom en tête. Et finalement, tu as choisi eBury pour différents éléments. Le côté automatisé et le côté tarification qui était optimisé. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tu as fait un diagnostic des marges de tous ces opérateurs. Tu parlais de Checkout, de PayPal, de Stripe, qui proposaient des tarifications très, très, très élevées. Et finalement, le succès de ce choix, et qui t'a rassuré, c'est
au final, Ebury faisait partie d'un grand établissement financier bancaire qui était la Banque Santander, où il y a eu d'autres éléments qui t'ont fait te dire c'est celui-là le bon choix parmi toutes les solutions que j'ai énumérées juste un instant? Non, alors toutes les solutions que tu as énumérées étaient intéressantes et représentaient une amélioration significative par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Donc, j'étais assez content d'avoir découvert, grâce à toi, toutes ces opportunités. In fine, mon choix s'est arrêté sur Ebury parce que c'est à la fois le plus simple, la solution la plus simple. C'est automatisé. Moi, en tant que dirigeant, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Ce sont eux qui font les opérations de change de manière régulière. J'ai pas besoin, moi, de les appeler comme je devais le faire précédemment. Tous les mois, il faut absolument que je pense à appeler avant la fin du mois pour effectuer les opérations de change, pour approvisionner le compte en euros, donc en rapatriant les dollars américains, canadiens et les livres. Donc, c'est à la fois la solution la plus simple et la plus compétitive sur le plan économique, avec des tarifs qui étaient très appréciables. Ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. Les autres solutions étaient très pertinentes et moi, j'encourage vivement tous les chefs d'entreprise à également interroger Cantox, Convera, leur banque et Ebury ou d'autres solutions. Je n'ai pas forcément cité l'intégralité des solutions qui existent sur le marché. Mais je pense que c'est important. Pour nous, la bonne solution, ça a été Ebury. C'est à chaque chef d'entreprise de faire son analyse et de consulter différentes offres pour se faire sa propre opinion sur celle qui correspond le mieux à son activité, à ses devies, à son Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres quand même? Parce que de ce diagnostic et des solutions qui ont été apportées, on est parti d'un constat. Voilà, X, ça nous coûtait tant. Et puis, X plus tant de diagnostic et de recherche de solutions, et finalement, on économise tant. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Oui, pour nous, on a chiffré à quelques dizaines de milliers d'euros le gain qu'on a fait en mettant en place ce schéma, de l'ordre de 40-50 000 euros, ce qui pour une entreprise de notre taille est beaucoup. C'est quand même, ça impacte directement la marge. C'est pas juste du chiffre d'affaires. Si c'était que 40-50 000 euros de chiffre d'affaires par rapport, nous je disais, on a fait à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, on va faire 11,6 millions cette année. 50 000 euros, c'est pas énorme. Mais par contre, quand ça se retrouve directement au niveau de la marge, oui, là, ça devient important. Et pour une entreprise comme nous, qui a vraiment à cœur d'améliorer sa rentabilité chaque année, c'est très important. Et justement, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement entre une levée de fonds que tu as fait auprès de l'AMBA et ce que tu as pu économiser, notamment ces 50 000 euros. Ça représente combien de pourcents, cette économie, par rapport à ce que tu as eu besoin d'aller chercher et le temps que ça a pu te prendre? On allait chercher un peu plus d'1 million d'euros. Donc voilà, 50 000 euros, c'est à peu près un vingtième de ce que ça représente. Et pour nous, c'est important. Ça fait partie de tous ces efforts qu'on entreprend pour améliorer notre rentabilité. Moi, quand je fais une économie, je me dis toujours, c'est comme si je n'avais pas eu besoin de lever 5 fois ce montant. Donc, si vous économisez 50 000 euros, que ce soit en améliorant votre schéma de transport ou en optimisant vos ressources, la productivité de vos employés, vous prenez ce montant, vous multipliez par 5, ce qui est à peu près la durée d'un investissement, et c'est autant d'argent en moins à les lever lorsque vous en avez besoin. Donc, les levées de fonds, c'est important. Ça permet à une entreprise de financer notamment tous ces investissements. Mais pour nous, ça n'a jamais été l'alpha et l'oméga. La priorité, c'est quand même d'améliorer l'activité d'exploitation, la rentabilité de l'entreprise en tant que telle. C'est la meilleure source de financement, l'autofinancement. D'accord. Effectivement, il y a des vases communicants qui sont très clairs. Et Ambriva, dans tout ça, comment on s'est retrouvés à travailler ensemble sur ce sujet? Tu aurais pu faire appel à quelqu'un d'autre. Comment on s'est retrouvés à travailler ensemble? Non, j'ai compris que Ambriva était vraiment spécialiste des questions de change, Ambriva a une très bonne connaissance des marchés financiers, d'évolution des taux de change, des différentes solutions qui sont disponibles sur le marché pour optimiser la gestion de ces devises. Donc moi, j'ai apprécié ce conseil. Je suis sous l'eau, tiré des quatre côtés par plein de problématiques. J'ai pas forcément le temps de rentrer dans la question des taux de change, et pourtant elle est essentielle. Donc j'ai apprécié d'avoir ce soutien, cet accompagnement pour décortiquer un peu nos transactions financières et comprendre comment
elle pouvait impacter notre activité. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans le côté opérationnel? Deux choses. La première, c'est la compréhension des marges prélevées par les différents acteurs, donc la décomposition du modèle économique et notamment de ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la marge que réalise l'acteur qui effectue la transaction de change. Donc moi, je ne savais pas forcément bien le lire, donc grâce à Ambriva, j'ai réussi à avoir cette lecture. Et au-delà de la dimension analytique, il y a la capacité à proposer des solutions nouvelles en disant voilà, aujourd'hui, voilà comment tu fais tes opérations de change, mais tu sais qu'il existe telle et telle solution sur le marché pour optimiser toute cette activité. Donc, ça m'a permis d'être un peu plus créatif dans la recherche de solutions. D'accord. Merci pour ces témoignages. Nous allons passer à une autre série de questions. Comment tu es passé mentalement d'un change subi à un change piloté? J'ai été soulagé. Pour moi, le change, c'était une grosse épine dans mon pied. Donc, j'avais le sentiment de pas forcément maîtriser les choses, vraiment, comme tu le disais, de subir l'évolution des devises. Quand je voyais Donald Trump à la télé en train de vociférer, je me disais, oulala, ça va faire varier les taux de change et donc ça risque d'impacter mon activité. Donc, c'était plutôt une source d'angoisse et de stress. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je comprends toujours pas plus que ça l'activité des taux de change, enfin les fluctuations des devises. La raison, tu veux dire? Oui, la raison. Je comprends pas la raison des fluctuations de change. Par contre, je sais qu'avec le schéma que j'ai mis en place, je suis protégé et je subis quasiment plus le risque de change. Comme il peut s'écouler à peu près 3 jours seulement entre le moment où j'encaisse une carte bleue dans la devise d'origine et le moment où je reçois l'argent en euros, je sais que pendant ces 3 jours, les probabilités que la devise évolue dans des proportions importantes, cette probabilité est relativement limitée. Voilà. Donc, il y a une plus grande sérénité et moi, je peux me concentrer sur le cœur de mon activité qui est de vendre des livres. Oui, d'accord. Effectivement, tu as pu identifier qu'une volatilité était acceptable dans une certaine mesure sous 24 à 36 heures et ce qui te permettait d'avoir décidé de choisir de changer ces devises à ce rythme-là. Voilà. La spéculation sur les devises, y as-tu pensé et pourquoi tu ne fais pas? Alors, j'y ai pensé. J'aurais pu mettre des contrats à terme. Et puis, il y a des solutions financières assez sophistiquées qui existent, qui nous auraient permis peut-être de gagner de l'argent là-dessus. Maintenant, ce n'est pas notre métier. Chacun son métier. Moi, je ne suis pas une salle de change. Je suis un libraire, une librairie en ligne. Donc, je ne voulais pas passer du temps à essayer de spéculer sur les devises. Tout ce que je demande, c'est que les taux de change et les devises soient neutres sur mon activité. Ni favorables, ni défavorables. Voilà. Ça, c'est un autre métier. Après, faire de la spéculation sur les devises, il y en a qui le font, ils le font très bien, mais ce n'est pas notre métier. Dans la spéculation, il y a aussi une perte de sérénité au quotidien, dans son activité. Un dirigeant a besoin de gagner en sérénité, lui qui est si sollicité dans son quotidien. Tu as une comptabilité en euros, et c'est à partir de cette comptabilité en euros que tu as, et le taux de change qui s'applique à chacune des paires de devises, que tu fais tes prix. La devise, elle peut aussi se renforcer ou se dévaluer dans un certain sens. Est-ce que c'est une vraie limite ou finalement il y a quelque chose qui se passe entre des devises qui sont peut-être dans un sens plus chères dans l'autre et dans un autre pays c'est moins cher et que finalement tout ça s'équilibre au niveau des ventes? Il n'y a pas d'impact forcément? Non, ça s'équilibre globalement. Pour nous, la complexité elle est plus au niveau des droits de douane. Dans certains pays, je pense en particulier en Amérique latine, ou en Afrique, ce sont des pays dans lesquels en fait, les droits de douane peuvent être très élevés et ils sont aussi imprévisibles. Donc c'est plutôt ça qui va influer sur le prix de nos livres. Nous, on applique ce qu'on appelle des incoterms Delivery Duty Paid. Donc on dit que le client final n'a pas à payer tous les frais de dédouanement, tous les droits de douane, les droits et taxes. C'est nous qui les prenons à notre charge.
Et donc, dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce sont des variables qui sont assez stables, en fait. On sait exactement ce qu'on paie. Alors, dans le cas particulier des États-Unis, on a eu de la chance, malgré toutes les déclarations de Donald Trump et ce qu'il a fait, le livre est resté protégé et il est toujours soumis, encore aujourd'hui, à aucun droit de douane. Donc, on a eu plutôt eu de la chance. Il y a d'autres catégories de produits qui ont été plus affectées. Voilà. Mais pour nous, c'est plus ça qui va jouer que forcément les taux de change, où maintenant, on arrive à maîtriser et on arrive à se prémunir contre le risque de change. Donc, c'est plus les droits de douane qui vont nous impacter. Donc, la culture est quand même préservée. La culture est préservée, Dieu merci. Dieu merci, merci, oui, beaucoup. Et finalement, dans ce qu'on voit, c'est que ton risque de change, est préservé d'une certaine façon, et tu t'es facilité le quotidien par la façon dont tu as créé ce module finalement d'actualisation des taux de change. Et le vrai risque de change, finalement, c'était dans le timing du changement des devises. Et finalement, même pas besoin de couverture de change, comme tu me disais il y a quelques minutes. Ce qui était le plus intéressant, c'est changer le plus vite. Dès que j'encaisse, à partir de l'actualisation du taux de change en amont, dès que j'encaisse, hop, je change tout de suite. Exactement. Finalement, la variation va être très faible. Et dans le temps, finalement, ça s'équilibre plus ou moins. Tu gagnes un temps fou à ne pas mettre de couverture de change et de piloter tout ça. Oui, donc, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Le constat, c'est qu'il faut rapprocher au maximum la conversion de la date à laquelle on a réalisé la vente. Voilà. Donc, dans ton modèle, c'est ça, en fait, finalement. Dans ton modèle, c'est ça. Donc, c'est vraiment très concret. Je vais passer à une autre question. Tu vois, dans le direct, il se trouve que j'ai fait une diversion sur notre interview. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur les enjeux aujourd'hui de l'Erica ? Bien, le principal enjeu de l'Erica, c'est de continuer à croître. On a la chance d'avoir une base client de plus de 100 000 clients qui nous est fidèle. Et on est toujours très bien noté sur Trustpilot avec une note de 4,8 sur 5. Donc les clients nous apprécient, ils achètent régulièrement chez nous. Donc notre principal enjeu, c'est de continuer de se faire connaître, de croître et de recruter de plus en plus de clients. Voilà. Que ce soit sur notre activité de livres en français ou demain sur des livres dans d'autres langues. Et est-ce que ta banque t'aide justement pour promouvoir un peu plus ton modèle et est-ce que ta banque t'a un jour conseillé de travailler sur le sujet du change ou tu l'as découvert seul ? Voilà, est-ce qu'il y a cette dynamique de la banque sur le côté change ou pour promouvoir ton modèle ? Oui, alors d'abord on travaille beaucoup avec notre banque sur les sujets d'investissement, de développement. Et on est très content de la relation qu'on a avec eux. Ils nous ont accompagnés sur les questions de change jusqu'au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire que ils ont partagé avec nous le constat qu'il fallait absolument rapprocher, comme on le disait à l'instant, la conversion des devises de la date à laquelle la transaction d'encaissement était réalisée. Voilà, donc ils nous ont accompagnés de cette manière. Voilà. Maintenant, il a fallu qu'on mette en place une solution un petit peu plus avancée. Mais ce n'est pas eux qui sont venus directement te voir pour dire il faut changer votre sujet de change. Ça vient plutôt de toi. C'est plutôt le besoin, c'est moi qui l'ai exprimé. Quand j'ai vu un peu l'évolution importante de certaines devises, notamment le dollar américain au printemps 2025, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'améliore mon organisation dans ce domaine. Ça m'amène à une question toute naturelle, tout ce travail de structuration et de maîtrise des coûts. Ces 12 derniers mois, c'était aussi en préparation d'une levée de fonds. Et est-ce que ça change le regard des investisseurs sur ton dossier ? Je pense que les investisseurs apprécient la qualité de gestion de l'Erica. C'est un aspect qui montre que l'Erica est une entreprise bien gérée. Ils apprécient notamment tout le reporting financier qu'on leur transmet. Ils voient qu'on maîtrise notre modèle économique, qu'on connaît nos marges. Donc ça a été un élément important dans la confiance qu'on a pu créer avec eux. On n'est pas une start-up
brillante. On n'est pas dans les sujets à la mode. On utilise un peu l'intelligence artificielle, mais on n'est pas une start-up d'intelligence artificielle. Nous, on fait du e-commerce. Donc, c'est important pour nous de montrer à nos investisseurs que on est des gens qui maîtrisent leur activité. Voilà, on a une croissance régulière. On va dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et voilà, les investisseurs apprécient la qualité du travail de gestion que nous effectuons chez Lyreca. D'accord. Donc, lever de fonds, c'est long. Oui. Et l'argent levé se perd facilement si les coûts ne sont pas maîtrisés. L'optimisation des flux de change réalisée avec Ambriva a permis de sécuriser de la trésorerie rapidement, sans dilution, sans dette. Et avant de lever, il faut maîtriser ce que tu perds. Voilà. Donc, tu prépares une levée de fonds via Amba, l'association des arts et métiers, Business Angel. Et est-ce que les investisseurs regardent la gestion des devises comme un signal de maturité financière ? Je pense que c'est un des éléments qui montre une bonne gestion dans une entreprise. Dans l'environnement économique actuel, les investisseurs sont quand même très sensibles à la rentabilité et à la bonne gestion. Je pense que l'époque où ils distribuaient des fonds sans trop regarder, celle-là est à peu près révolue. Ouais. Donc c'est très important de montrer qu'on maîtrise son modèle économique. Et dans notre cas particulier, comme on travaille beaucoup à l'export, dans plein de devises étrangères, c'est important de montrer qu'on maîtrise la gestion des changes. D'accord. Dans 5 ans, auront-elles, ces banques, développé des offres export compétitifs, à votre avis ? À ton avis ? Je l'espère. Je pense qu'il y a de vrais besoins. On voit aujourd'hui avec la géopolitique mondiale que dans un environnement qui peut être un peu turbulent, c'est important de mettre en place des cadres sécurisants pour favoriser les échanges internationaux. Donc oui, les banques ont un rôle à jouer dans ce domaine pour sécuriser le risque de change avec leurs clients, oui. J'aimerais faire une petite aparté justement sur cette question de la valorisation et des levées de fonds. Parce qu'un acquéreur qui voit des résultats volatiles, sans stratégie de change ou sans stratégie tout court de pilotage des chiffres de l'entreprise, il fait quoi ? Il décote. Forcément. Et il se dit risque non maîtrisé. Il applique un multiple d'EBITDA peut-être plus bas, forcément, même c'est sûr. Il pose des conditions suspensives où il demande une garantie de passif sur les résultats futurs. Et le dirigeant repart avec une valorisation 15 à 20% en dessous de ce qu'il espérait. Et c'est parce qu'un acquéreur qui voit une politique de change documentée, des résultats prévisibles, une exposition maîtrisée, des coûts maîtrisés, il se dit « cette entreprise est bien gérée ». Et le risque est sous contrôle. Je peux appliquer un multiple plein. Et donc sur une entreprise qui est valorisée 10 millions de dollars, la différence entre un multiple bas et un multiple plein, c'est 1,5 à 2 millions d'euros dans la poche du dirigeant. Ça, c'est pour donner un peu plus d'altitude et voir en quoi le sujet est important. Bon, Marc, quand on a commencé à travailler ensemble sur tes flux de devises, tu pensais optimiser un coût. Et est-ce que tu réalisais que ça allait aussi changer la lecture que les investisseurs font de ton dossier ? Non. Ce n'était pas ma préoccupation première. Moi, je voulais avant tout améliorer l'aspect économique de mon activité. Et je me suis dit, bon, j'espère que les investisseurs le valoriseront, qu'ils se rendront compte que c'est un bon travail et que derrière, ça mérite d'être pris en compte. Mais ce n'était pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première, c'était vraiment d'assurer mon modèle économique, la rentabilité de mon activité et être sûr que j'aurai un modèle économique pérenne à long terme. Voilà. Marc, nous arrivons à la fin de cette interview, de ce podcast de Business sans frontières. Si tu devais donner un seul conseil à un dirigeant qui se lance à l'export ou qui développe son activité à l'export et qui hésite à revoir sa gestion des devises, tu lui dis quoi ? Je lui dis que c'est un sujet qui est très important. C'est important d'abord d'apporter une très bonne expérience client et donc de proposer à ses clients de payer en devises et d'éliminer dans sa stratégie tarifaire tous les suppléments tarifaires, tous les petits problèmes pour que le client en face n'ait pas à se préoccuper de se dire « ah là là, je vais payer des suppléments ». Donc nous, dans notre cas, on propose des prix dans la devise du client
On prend à notre charge tous les frais de dédouanement, les droits et taxes. Donc le prix que le client voit sur le site, c'est exactement celui qu'il paie. D'accord. Et il paie dans sa devise. Et donc ça, c'est la première chose. Proposer une très très bonne expérience client, sans frais cachés, tout compris. D'accord. Ça, c'est la première chose. Oui. Et la conséquence de ça, c'est que ça veut dire que la gestion de tous ces imprévus, les droits et taxes, les taux de change, eh ben, il faut s'en occuper parce que sinon ça peut représenter un risque. À partir du moment où c'est pas le client qui supporte ce risque, bah, c'est vous, entrepreneur, qui avez supporté. Et il existe des outils et des mécanismes pour s'en prémunir, comme ceux que je viens de décrire. Merci beaucoup Marc et à bientôt. Merci, à bientôt.